Avec vous pour le 10h midi, on est ensemble sur Sud Radio et on vous attend au 0826 300 300 pour réagir à l'actualité. Aujourd'hui, pour réagir à l'actualité, Dominique de Montvalon, journaliste politique. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Catherine Evrard, vous êtes PDG, fondatrice de CE Consultant, un cabinet de chasse de tête de cadre supérieur. Merci d'être avec nous. Bonjour Arnaud Valérie. Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire. Et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Bonjour. Bonjour. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonjour. Et vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Alors, on va parler de beaucoup de choses. Des djihadistes qui sont libérés. Un djihadiste qui a été libéré. Quelle surveillance? Que doit faire l'État? Ce n'est pas la première fois que des gens radicalisés sont libérés, mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. 41e jour de grève. Jusqu'où ira cette grève? Et puis Carlos Ghosn a-t-il raison de réclamer sa retraite chapeau? On attend vos réactions, évidemment. On va commencer avec notre tour de table. Arnaud Benedetti, on va commencer avec vous, peut-être. Ah oui, c'est un coup de gueule et un soutien plein et entier à Virginie Martin, qui est par ailleurs la coprésidente du comité scientifique de la revue Politique et parlementaire, qui hier... Qui est éditorialiste sur Sud Radio également sur Sud Radio, qui a dû affronter les foudres de Romain Goupil dans un débat qui était, à mes yeux, totalement tronqué, où, alors, passons sur le fond, c'était bien évidemment sur la question des retraites, puisque c'est le sujet qui agite l'actualité du moment, mais c'est la façon dont, finalement, elle a dû supporter l'offensive de Goupil, qui était une offensive profondément, il faut le dire, en l'occurrence sexiste et machiste. Et félicitations à Virginie, qui d'abord a tenu le choc, et qui... a tout simplement d'abord rappelé que Romain Goupil n'avait pas à la tutoyer dans un débat, c'était la moindre des choses, et que finalement, ce n'est pas un débat, c'est pas un rapport de force, c'est de l'argumentation et de la contre-argumentation. Je rappelle que Virginie est politiste, qu'elle est docteure en sciences politiques, qu'elle a seulement 2 habilitations à diriger des recherches, donc elle a des arguments à faire valoir, et que un débat ne doit pas se limiter à une foire d'empoigne. Et vous avez sur le le plan sentiment, intellectuel, vous, ça me semble totalement réducteur. Que les plateaux sont de plus en plus violents et enfin moi j'ai remarqué en regardant parfois que certains sont particulièrement méprisants à l'égard des femmes qui débattent. Oui, il y a une recherche vraisemblablement du spectacle pour tout simplement attirer le téléspectateur. C'est vrai que parfois la composition des plateaux pose problème. Si vous voulez, la parole d'un expert n'est pas la parole d'un polémiste. Donc c'est extrêmement difficile de débattre, notamment pour un expert. Et Virginie Martin est une experte en l'occurrence. Donc elle avait une position qui était certainement difficile. Mais en l'occurrence, la façon dont Romain Goupil s'est adressé à elle est totalement inadmissible, en l'occurrence. Et elle a bien fait d'adopter, disons, la position qui était la sienne, c'est-à-dire une position de rappeler d'où elle parlait, c'est-à-dire une parole, encore une fois, d'universitaire. Et surtout, elle a bien fait de lui rappeler qu'un débat doit obéir à une forme de bienséance intellectuelle dont il semble totalement éloigné. Et puis, petit coup de gueule, vivre sur la rente de 68, au bout d'un moment, ça suffit. Vous savez, il y a la fameuse phrase de Clémenceau, disait des anciens des tranchées qu'ils avaient des droits sur nous, et c'était la réalité. Je ne suis pas sûr que les 60 plus tard aient des droits sur nous, en l'occurrence. Voilà. Un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Moi, juste dire, je suis intéressé par ce que dit Arnaud Benedetti. Je suis totalement d'accord avec les observations et rappels à l'ordre, si je puis dire, enfin, à l'ordre républicain qu'il formule. Il se trouve que j'ai zappé, je suis arrivé sur ce débat alors que je n'avais pas compris quel était le point de départ. Je le comprends un petit peu mieux après ce que vient de dire Arnaud Benedetti, on ne va pas s'apesantir, mais c'était d'une violence absolument incroyable. Et ce qui m'a étonné comme téléspectateur, après j'arrête parce qu'on ne va pas parler d'un débat de LCI comme ça, mais ce qui m'a étonné, c'est que ce n'était pas la première fois qu'ils étaient côte à côte dans un débat, ou en tout cas qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, bon, l'irrespect était total. Et c'est vrai que ça peut viser des femmes particulièrement. Oui, moi, je n'ai pas vu le débat, donc je ne vais pas en parler. En revanche, mon coup de cœur, puisqu'on en parle, Lynn Renaud a monté une fondation et a remis, parrainée d'ailleurs par Brigitte Macron, et a remis un prix, la première fois en France, un prix à Andy Chien pour un chien qui est capable de prévenir les maladies épileptiques 7 minutes avant,
Donc, ça, par son odorat, il prévient, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, en aboyant ou quoi? Non, il va toucher la personne. Ah bon, d'accord. Non, c'est sérieux, oui. Non, mais c'est très sérieux. De temps en temps, je suis sérieuse. Non, mais et ce qui est extraordinaire, c'est que donc elle a le temps de s'allonger ou d'appeler un médecin. Et quand la crise est passée d'épilepsie, il va chercher un téléphone, il est capable, il a été dressé en ce sens, et il est capable d'appeler le secours, d'aller chercher un téléphone et de faire ce qu'il faut. Je trouve ça personnellement assez exceptionnel. Oui, voilà. Non, c'est un très bon coup de cœur. Pierre, on va revenir peut-être, on parle des femmes également, peut-être un mot quand même sur ce que disait Arnaud Benedetti, sur la violence parfois qu'il peut y avoir sur les plateaux. D'abord, hélas, c'est vrai que la présence des femmes sur les plateaux de télé ou de radio est souvent assez faible. On invite très peu de femmes, parfois parce que des femmes aussi se sentent pas légitimes. Souvent, quand on demande à une femme, moi ça m'arrive plein de fois, on a une émission quotidienne à Regard, on demande à des femmes, un homme il se sentira toujours légitime de parler sur tout et n'importe quoi. Une femme, si ça ne rentre pas dans son champ de compétences précis, parfois elle va refuser, et c'est souvent le cas chez les universitaires, chez les intellectuels, mais c'est vrai que... Oui, mais surtout on a toujours les mêmes femmes à la télévision. Et le peu de femmes effectivement qui composent les plateaux de télé ou de radio sont effectivement souvent les mêmes, et donc effectivement ça pose question, et d'autant plus question que quand une femme est à la radio ou à la télévision, c'est souvent celle qu'on interrompt le plus, c'est-à-dire qu'elle n'arrive jamais à finir une phrase sans qu'elle soit coupée. Et effectivement, cette séquence, moi j'ai découvert sur les réseaux sociaux, elle a quand même bien circulé, me paraît être une illustration, en tout cas, de ce que vivent beaucoup de femmes sur les plateaux de télé. Et Arnaud Benedetti a raison de rajouter qu'en plus de ça, sa parole est démonétisée alors qu'elle est pas une scientifique, mais en tout cas une universitaire qui a une expertise sur un sujet. Elle est économiste, je crois, de formation, politiste. Et que donc elle a une parole qui est tout à fait légitime, que démonétise Goupil de manière surréaliste. Il est d'une violence à son égard. Quand bien même n'aurait-elle pas des titres à faire valoir, et c'est le cas, spectaculaire et impressionnant, pour être entendu, pour être écouté. Sa seule présence appelle de la part de ses contradicteurs le respect. Enfin, cela dit, il y a de plus en plus de femmes virulentes quand même. Il y a quand même des femmes qui sont assez déchaînées, et on n'avait pas cette habitude-là avant. Donc à un moment donné, vous commencez à vous déchaîner, l'autre se déchaîne. C'était pas le cas en l'occurrence. C'était pas le cas en l'occurrence. Votre coup de cœur à vous? Oui, j'ai hésité parce que je fais beaucoup de coups de gueule en général, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a matière à avoir des coups de gueule, et il y a notamment la une de Libé qui montre ce matin justement que plus de 1200 chefs de service et responsables hospitaliers qui menacent de démissionner compte tenu du fait qu'il n'y a pas une grande mobilisation au sein du ministère de la Santé. Il y a aussi Auchan, là, on a annoncé ce matin qu'Auchan prévoyait de supprimer 500 emplois dans ses magasins. Pas dans les magasins, ce ne sera pas dans les magasins, ce sera dans les bureaux. Dans les bureaux suite à une réorganisation de l'entreprise. Bref, il y a matière à être très indigné de manière générale, mais je pense qu'on va avoir suffisamment de sujets pour montrer que l'indignation est bien présente. Moi, je voulais faire un coup de cœur à Isabelle Adjani qui a publié une tribune dans Le Monde hier. Je prends le prétexte d'Isabelle Adjani parce qu'elle a annoncé et elle a justifié son choix de ne pas se rendre à un festival à Sydney compte tenu de l'irresponsabilité du Premier ministre, notamment, et de plusieurs dirigeants politiques. Le Premier ministre Scott Morrison qui dénie un peu l'idée qu'il y aurait un réchauffement climatique, que tout serait lié, que les incendies, notamment en Australie, seraient liés au réchauffement climatique. Et donc, elle dénonce cette irresponsabilité politique. Et elle a un vrai discours politique, et ça m'interpelle parce que souvent, chez les acteurs et les actrices, c'est que les actrices qui parlent. Je connais très peu aujourd'hui d'acteurs qui prend la parole et qui a le courage de dire des choses et d'affirmer une opinion politique, que ce soit sur des questions sociales, sociétales, ou même de manière générale plus politique. Je relève 3 sujets, le climat, le féminisme et le sociétal. Sur le climat, vous avez tous entendu Marion Cotillard s'exprimer, Juliette Binoche s'exprimer, Mélanie Laurent s'exprimer. Sur les questions féministes, on a vu Adèle Haenel avoir le courage de dire des choses et de parler. Jeanne Balibar, pareil. Et sur les questions sociétales, notamment sur la réforme des retraites, encore des actrices qui prennent la parole, Ariane Ascaride, Corinne Massiero, Josiane Balasco. Et c'est vrai qu'on ne peut même pas dire qu'elles parlent plus que les hommes, parce que les hommes, au final, on ne les entend pas. Ils ne prennent pas position, ils restent sur leur espace de confort. Et que c'est dommage, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat public qui s'impose sur les grands sujets démocratiques. Est-ce que c'est le rôle, après c'est la question, est-ce que c'est le rôle des comédiens et des artistes de s'engager? Yves Montand, à son époque, non, mais bien sûr, mais moi, c'est vrai, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes restent sur une zone de confort, voire
certains sur la question féministe, notamment sur les affaires MeToo, balance c'est le métier qui veut ça, franchement. Oui, c'est dommage parce que je pense que la parole publique... vous n'êtes plus pris par certains. Or, c'est un métier créatif, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus courageux que souvent ça met en danger les actrices qui prennent la parole et qui prennent position politique. C'est sans doute aussi pour ça que les hommes préfèrent s'abstenir de tout commentaire pour éviter d'être Mais Adjani, elle a toujours pris des positions politiques. Nous, il y a un an, quand on a fait notre appel sur l'accueil des migrants, Isabelle Adjani a été une des premières à signer notre manifeste. Et encore une fois, c'est vrai que c'est beaucoup les femmes actrices. Oui, on a un auditeur qui nous dit Vincent Lindon. C'est vrai que Vincent Lindon, sur la question migratoire, notamment sur les questions des migrants, avait pris position il y a plusieurs années. Sur les questions sociales aussi. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que globalement, les femmes sont plus en pointe. Plus liées justement à son activité de comédien, parce qu'il est très engagé dans des films qui effectivement vont porter des sujets qui sont des sujets sociétaux. Oui. Dominique de Montvalon. Alors moi, j'ai hésité évidemment. Je choisis un tout autre angle. Je voudrais parler de la prise de parole de l'ancien pape Benoît XVI. Pape émérite. Parce que nous avons deux papes, et je vous conseille le film si vous avez Netflix, les deux papes, qui est un film absolument extraordinaire. Alors j'avais prévu de le regarder, ça vient de commencer. Non, parce qu'il y a deux choses. Il y a The Young Pope qui moi m'a enquiquiné, qui est assez ennuyeux, qui est très esthétisant, un peu décadent, bizarre. Mais il y a un film sur Netflix qui s'appelle Les deux papes, qui est la rencontre entre l'ancien pape Benoît XVI et le pape François. Et c'est une rencontre entre deux comédiens formidables. Vraiment, c'est un très bon film. Ouais. Et donc, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais me précipiter parce que non, pas du tout. Voilà. Après tout, c'est. Voilà. Non mais il n'y a pas que Buckingham Palace. Ce qui se passe non mais on parle de politique. On parle de politique. Ce qui se passe à Buckingham Palace, c'est une histoire politique. Ce qui se passe au Vatican, naturellement, je ne suis pas irrespectueux, c'est pas du même ordre. C'est aussi une histoire politique. C'est-à-dire que, outre le fait que l'ancien pape, épuisé par sa tâche, avait décidé, ce qui était une première, de démissionner, et avait annoncé Urbi et Orbi, c'est le cas de le dire, qu'il ne parlerait plus. Donc voilà que lui aussi, il revient sur sa parole. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa prise de parole sur un sujet majeur, je ne veux pas être irrespectueux, mais bon, il suspecte l'actuel pape de vouloir envisager l'ordination. Alors les auditeurs, une bonne partie des auditeurs pensaient qu'on est surréaliste, mais enfin, l'ordination de prêtres mariés, ce qui n'empêche qu'il y aurait toujours des prêtres classiques, si je puis dire, célibataires et autres. Bon, il y a d'autres combats, mais pourquoi pas celui-là et tout. Mais outre le fait qu'il avait dit qu'il se taisait, ça s'inscrit en réalité dans une offensive de la droite catholique, pour ne pas l'appeler l'extrême droite catholique, notamment américaine, d'une force et d'une violence inouïe. Et en ce sens, vaste discussion, mais possible, potentielle, mais je dis une chose, c'est que ils ont cette extrême droite, ou cette droite extrême catholique, pas seulement aux États-Unis, a réussi à marquer un point, parce que réussir à faire sortir de sa retraite et à en quelque sorte investir sur l'ancien pape contre le célèbre pape gauchiste et bien connu, et jésuite donc suspect, et puis il a dit 2-3 trucs sur le tiers-monde, en gros, laissons pas noyer les gens c'était évidemment absolument affolant. Bon, mais par ailleurs, il s'intéresse à l'Église catholique. Il se passe des choses dans l'Église catholique, le procès du père Prédat, j'arrête, parce que je trouve ça passionnant. Et je pense que ce serait bien que les projecteurs se mettent sur ce qui se passe là. On va en redire un mot. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkov. Je suis avec Dominique de Montvalon, Pierre Jacquemin, Arnaud Benedetti et Catherine Evrard. Arnaud Benedetti voulait réagir au coup de gueule de Dominique de Montvalon. Effectivement, ce qui se passe au Vatican est très intéressant. Je partage l'analyse de Dominique. En effet, il s'agit d'une bataille politique à l'intérieur du Vatican qui est en train de s'engager entre l'aile conservatrice que représente d'une certaine manière, avec d'ailleurs talent et brio, il faut le reconnaître, Benoît XVI, qui avec talent, bien sûr, qui est un grand intellectuel, un personnage dont personne ne peut nier la capacité d'analyse. Mais si vous voulez, sur cette question en plus du mariage des prêtres, il y a une espèce de fixation qui d'ailleurs repose même pas sur un critère théologique. Je rappelle un point, le mariage des prêtres, ça date du XIe siècle. Absolument. Du XIe siècle. Donc ce n'est même pas un verrou théologique. C'est une pratique qui a été ensuite entérinée par, disons, le concile de Latran, de
Donc, en l'occurrence, c'est une question qui se pose à l'Église. Est-ce que l'Église, finalement, il y a deux conceptions. Est-ce que l'Église doit être socialisée et évoluer avec son temps, ou est-ce que l'Église est un objet sacré qui échappe finalement à toute forme de sécularisation? C'est ça le débat de fond entre Benoît XVI, le débat entre Benoît XVI et aujourd'hui le pape François. C'est ça, c'est une question finalement de sécularisation qui se pose. Et manifestement, on voit que le pape François, même si d'ailleurs il a dit que sous son pontificat, il n'y aurait pas de prêtres qui pourraient se marier, il engage une réflexion dans ce sens, et on voit que, en effet, une partie de la hiérarchie catholique, mais c'est un secret pour personne, une partie de la hiérarchie catholique aujourd'hui, finalement, conteste l'ensemble de la politique du pape, même sur la question migratoire. D'ailleurs, sur la question migratoire, c'est très intéressant. Le fait qu'il ait cette attitude qui est plus ouverte, vraisemblablement, elle est liée aussi au fait qu'il est un pape argentin, c'est-à-dire où la question migratoire ne se pose pas dans les mêmes termes que pour un pape européen. C'était intéressant de voir si un pape européen eut la même réaction et le même comportement vis-à-vis de la question migratoire. Vraisemblablement, c'eût été différent. Enfin, c'est un... Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Arnaud. Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce qu'il y a plusieurs angles dans le problème du célibat d'hommes mariés, qui n'empêcherait pas certains prêtres de rester célibataires. Enfin bon, bref. C'est aussi la diminution géante du nombre des prêtres. C'est pas il y a l'aspect théologique et l'aspect sociologique, mais il y a... On n'est pas sûr que ce soit un facteur de stimulation des vocations pour autant. Catherine Ovra. Les protestants sont mariés. Trouver des solutions. Je ne suis pas certaine qu'il y ait autant d'histoire, entre guillemets, que dans cette religion catholique. Tous les protestants sont mariés depuis toujours, ça se passe très bien, il n'y a jamais de problème. Bon, moi je suis chrétienne, mais il faut évaluer avec son temps. Je comprends pas très bien ce débat, personnellement. Moi, alors j'ai vraiment pas un regard d'expert, mais comme j'ai regardé le film Les Deux Papes hier soir, c'est vrai que du coup j'ai appris effectivement la relation et ce qui est le conflit très fort, enfin la différence de perception, de vision entre les deux papes, l'ancien et l'actuel. Mais moi, ce qui m'a frappé notamment dans le film, et qui est donc une réalité, parce que c'est un film inspiré de faits réels, c'est les révélations, ou en tout cas la confession finalement du pape Benoît XVI au pape actuel sur le fait qu'il a dissimulé aussi un certain nombre de faits de viol, d'attouchement d'enfants. Ce pape Benoît XVI confesse ça, et sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu le pape Benoît XVI prendre la plume, écrire un livre pour dire ces atrocités qu'ont commis. Cet élément-là explique aujourd'hui pour partie, dit-on, sa démission. Oui, c'est ça, c'était qu'il était au cœur quand même d'énormes scandales. C'est ce que dit le livre. Et par ailleurs, encore une fois, juste sur la question, est-ce qu'il faut que l'Église évolue ou évolue pas? C'est à l'Église de régler ce problème. Mais je pense quand même que l'Église ne peut pas vivre fermée avec ce qui se passe dans le monde. Effectivement, il y a la baisse du nombre de prêtres. Et puis effectivement, vous avez cité les protestants se marient, voire font des mariages, officient des mariages pour les homosexuels. Donc bon, il faut qu'à un moment donné, l'Église regarde un peu sur... Les papes doivent-ils faire de la politique? Moi, je me pose la question. Les enfants font de la politique. Vraiment, le dernier, il en fait beaucoup. Tout comme Buckingham Palace. Allez, moi, je voulais juste au passage plus qu'au passage, c'est signaler le vandalisme, la stèle, la tombe de Wolinski qui est régulièrement souillée, l'objet de graffiti, et apparemment le terme Charlie a été rayé, effacé avec un objet métallique de sa tombe, donc absolument lamentable, absolument lamentable. Sans transition, comme on dit, et peut-être que si finalement il y a une transition, puisqu'on va parler de ce djihadiste qui a été libéré, la première libération d'une longue série à venir. 450 détenus radicalisés vont être bientôt libérés. Flavien Moreau, premier Français à avoir été arrêté et condamné à son retour de Syrie, est sorti de prison hier. Il avait été condamné à 7 ans de détention. Que faire de ces détenus qui sont rentrés après la Syrie, qui ont été radicalisés? Que s'est-il passé pendant ces 7 ans? Alors oui, il a un suivi judiciaire pendant 1 an, il doit résider à un endroit déterminé, il doit avoir une obligation de soins, avoir un emploi, il n'a pas le droit d'avoir une arme, il doit pointer, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Rachida Dati ce matin plaidait pour que les djihadistes puissent être détenus après leur peine de prison tant que la dangerosité est avérée. Que faire? Sacré problème.
ça vous laisse tous muets. Pierre, Jacquemin. Que faire? Rachid Dati dit qu'il faut qu'ils soient incarcérés après leur propre incarcération, leur propre condamnation. C'est pas possible. La question, c'est comment on évalue le critère de dangerosité de la personne qui a été libérée. Si la personne était libérée, moi, je ne me fais pas plus avocat ou magistrat que ne le sont ceux qui prennent les décisions de justice. Donc, je déteste cette phrase quand elle est prononcée par un homme ou une femme politique. Je fais confiance dans la justice. Et c'est vrai, quand même, j'ai envie d'avoir confiance. Le sujet étant tellement grave, le traumatisme dans les peuples du monde, d'une manière générale, est tellement prégnant de ces crimes, de ces attentats, d'une manière générale, qui sont commis. Donc, je comprends ce débat, il est légitime. Le débat, est-ce qu'il faut rapatrier les djihadistes? Est-ce qu'il faut les condamner jusqu'à la fin de leur jour? Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un magistrat. J'ai confiance en eux. En revanche, j'ai un avis sur le fait qu'effectivement, je crois dans la justice française. Je crois dans la nécessité, effectivement, que les ressortissants français partis en Syrie doivent être rapatriés en France et jugés en France. On va marquer une pause. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Est-ce qu'il faut rapatrier déjà ceux qui doivent être jugés en Syrie et les juger en France? Et puis, que faire de ceux qui ont été condamnés? Alors, c'est toujours difficile de parler de manière générale, parce que je pense que chaque cas est un cas particulier et qu'effectivement, il y a des magistrats qui ont jugé que 7 ans de prison était la peine pour cet homme-là. Est-ce qu'il faut le remettre en liberté? On attend vos réactions. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Que faire des djihadistes qui ont été emprisonnés et qui seront bientôt libérés? L'un d'entre eux l'a été hier. Il en reste 450 qui vont être bientôt libérés. Peut-on les suivre? Peut-on les contrôler? Est-ce que la déradicalisation existe? Je vous pose la question. 0826 300 300. Ouais. Catherine Evrard. Non, mais moi, avant de répondre à cette question, je me suis laissé dire par un arabe que le mot djihad était ce qu'il voulait dire. Par un musulman, ce que vous voulez. Tout effort fourni. C'est pas du tout la même chose, non, mille excuses. Que le djihad, c'était tout effort fourni par le biais duquel on cherche la grâce du Seigneur. Oui. Et vous en tirez quelle conclusion de cette confidence? Donc j'en tire qu'on ne devrait pas les appeler djihadistes, mais qu'on devrait les appeler je sais pas quoi, et dans certains cas, assassins, criminels, etc. Et je n'ai jamais compris pourquoi on les appelait djihadistes. Parce que le djihad, c'est la guerre. C'est aussi la réalisation par la guerre. C'est la réalisation par la guerre. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Alors on en fait quoi? Écoutez, je sais pas, j'ai pas la réponse, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, si vous voulez, qu'il y en ait un qui sorte, c'est une chose, qu'il y en ait 450, c'est autre chose. Et moi, ce qui est finalement aussi très inquiétant, c'est les dégâts que ça cause dans l'opinion publique. Parce que fondamentalement, ce type d'annonce suscite un climat fortement anxiogène. Et on le comprend d'ailleurs, on peut le comprendre totalement. Mais moi, au-delà de ça, il y a l'autre problème, c'est qu'il y a aussi le problème du rapatriement. Du rapatriement de ceux qui sont allés combattre sur le terrain. Alors il faut dissocier vraisemblablement le cas des familles, des femmes, des enfants, du cas des combattants, des hommes. Moi, j'entends le discours selon lequel il faut les rapatrier. Parce que d'abord, ce sont des citoyens français. Ensuite, parce que de toute façon, ils ne seront pas forcément jugés sur place et que le risque est grand qu'ils s'évaporent dans la nature et qu'ils puissent encore commettre d'autres forfaits d'ordre terroriste. Mais moi, si vous voulez, j'ai une philosophie qui est assez simple, qui est la philosophie de la responsabilité personnelle. C'est qu'on est responsable de ses actes. Et que je ne trouve pas choquant que lorsqu'il est possible de les juger à l'étranger, qu'ils soient jugés par des juridictions étrangères à partir du moment où ils ont commis un certain nombre de forfaits dans ces pays. Deuxièmement, je rappelle que c'est une comparaison historique qui ne vaut pas raison, mais que l'État français ne s'est pas soucié d'aller chercher les derniers Waffen-SS qui étaient français, qui combattaient autour du bunker d'Hitler. On les a laissés aux mains des Russes qui ont réglé le problème. Donc, je veux bien que cette comparaison historique ne soit pas, je veux dire, aujourd'hui, une comparaison valable pour la situation dans laquelle on se retrouve, mais enfin bon, c'est quand même un élément qui nous permet aussi d'éclairer le présent. Le troisième point, et qui me paraît en effet, et j'y reviens, c'est le premier point dont je parlais, c'est la question de l'opinion publique. Moi, je pense que ça a des effets absolument désastreux dans l'opinion publique, parce que ça montre que finalement,
ça sera interprété comme ça, je ne sais pas si ça montre, mais ça sera interprété comme ça, que l'État ne prend pas les mesures pour protéger la société française. Et ça va être perçu comme ça, et ça va être lu comme ça, et ça va être dénoncé comme ça sur le plan politique. Donc, les déclarations de Valls, de ce point de vue-là, il y a 48 heures ou 3 jours sur une antenne concurrente, vont dans ce sens. Il disait quoi il disait qu'il était plutôt opposé au retour, au rapatriement des djihadistes. Moi, je pense que, c'est vrai que c'est un problème extrêmement compliqué, mais cette réalité politique va avoir des effets extrêmement importants sur le débat politique dans les mois et dans les semaines qui viennent. Oui. Michael nous dit, dans ce problème des djihadistes, on voit tous le problème de nos hommes politiques qui n'ont pas de vision à long terme. Ça fait depuis 2015 qu'on sait qu'on va avoir ce problème. En 2020, la solution... Où est la solution? Alors, non, le problème de fond, c'est qu'il n'est pas du tout sûr qu'ils soient jugés. Et même, la plupart ne seront pas jugés sur place. Donc, ils vont partir. Mais là, on parle de ceux qui sont en France, qui ont été jugés, et qui sont 450, qui vont être libérés, relâchés dans la nature. Il reste encore quelques îles désertes. Oui, vous voulez refaire Cayenne. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le processus de radicalisation. Si vous voulez, je veux dire, la psychiatrisation. Mais c'est ça. La tentative de psychiatrisation de leur comportement leur fait, d'une certaine manière, échapper à leur propre responsabilité politique. Et ça, c'est un vrai souci aussi. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, avoir une lecture psychiatrique uniquement de leur comportement. Il faut avoir une lecture politique de leur comportement. Mais la radicalisation, comment on déradicalise? Sans rentrer... Ça doit être faisable, mais en grand nombre. Non, c'est pas faisable. Jusqu'à maintenant, rien n'a fonctionné. Je suis d'accord avec ce que dit à l'instant Arnaud, y compris, il a insisté fortement au début et à la fin, y compris sur les conséquences politiques dans la société française de la situation qui nous est faite, en quelque sorte, à nous autres citoyens. La question que je me pose sur cette affaire des djihadistes, alors au-delà de celui qui vient d'être libéré, dont on lit le parcours, c'est pas une toquade, ça vient de loin, et ça fait un peu froid dans le dos. Mais enfin bon, les 400, les 300, les 450 qu'on nous annonce. Une des questions que je me pose en complément, c'est est-ce qu'on nous a laissé le choix? Ça ne facilite rien. C'est-à-dire qu'en réalité, on nous les colle, on ne demande pas, vous allez les avoir, et quelquefois c'est aussi par mesure de rétorsion de la part de certains pays. Bon, je ferme ce premier point. Juste Pardon ? Vous êtes pour une justice populaire ? Je suis pas pour une justice populaire. Non, mais quand on dit les politiques n'ont pas eu le choix. Non, mais attendez, je vais vous répondre par le deuxième point. Moi, je suis intéressé par l'attitude de Manuel Valls, parce que ça ne donne pas une conduite, mais ça se passe dans les têtes. Manuel Valls avait sur ce terrain-là une singularité politique quand il était Premier ministre. Attention, il n'était pas un militant de 14 autres. Mais il s'est fait agonir, il s'est fait piétiner. Il était maltraité. Dire qu'il était maltraité est un mot faible, etc. Il y a eu une offensive d'une bonne partie de la gauche, de la totalité de l'extrême gauche et de l'ultra gauche, d'une fraction de la droite, etc. contre cet individu en dehors de sa façon de s'exprimer, de sa forme d'arrogance à lui. Enfin bon, on parle du fond. Et quand on se demande... Vous êtes d'accord, Dominique, quand le Premier ministre, justement, Manuel Valls, avait dit cette phrase, que je trouve, moi, surréaliste, chercher à comprendre les raisons des djihadistes, de ceux qui commettent des attentats, c'est déjà chercher à vouloir excuser. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, j'entends... on va pas réécrire l'histoire. C'est l'erreur fondamentale d'un responsable. Je pense qu'on appelle l'erreur fondamentale. Vous sortez une phrase pour vous donner une justification que je respecte, mais que je ne partage pas, d'accabler une fois de plus ce malheureux Valls qui est aujourd'hui plutôt de l'autre côté des Pyrénées. Mais c'est ça dont il s'agit. Donc il n'est pas malheureux. Vous voulez pas rapatrier? Non, mais comme si ça suffisait pas tout ce qu'il a pris. Comme si ça suffisait pas toutes les attaques, une violence inouïe qu'il a prise. Et en réalité, avec le recul maintenant, on se rend compte qu'en dehors du personnage, du côté catalan, je parle quand il était en France, quand il était à Matignon, il avait une vision politique à laquelle on était en désaccord, mais on attaquait uniquement sur la personnalité, sur son côté caractériel, sur son côté, etc. Mais quelle vision, Dominique, et on ne quelle voulait... vision vous parlez ?
Je parle d'Emmanuel Valls, Premier ministre. De quelle vision vous parlez? C'est-à-dire que le fait qu'on laisse les ressortissants français jugés à l'étranger dans une justice qui est totalement incompatible avec la justice française, je veux dire deux choses. Avec des régimes en plus, des régimes, avec juste des régimes, le régime syrien en l'occurrence, qui a déjà pactisé avec le diable que sont Daesh. Valls n'est pas mon prophète, mais je vais vous dire deux choses que j'appréciais énormément chez lui. Et je fais partie d'une minorité apparemment. Michael dit pourquoi on parle de Valls. On parle de Valls parce qu'à l'époque, il avait dit un certain nombre de choses sur les djihadistes. Il était un défenseur inconditionnel de la laïcité, s'il faut ajouter, et de la République. Ce n'est pas totalement dérisoire et ça ne va plus de soi pour tout le monde aujourd'hui. Et deuxièmement, il a été contre l'islamisme radical, d'une intransigeance totale, et il a été longtemps en avant-garde. Alors depuis, la société a évolué. Je ne suis pas sûr que, quand je vois ce qui se passe dans certains milieux d'extrême gauche, que ce soit le cas de tout le monde, même aujourd'hui en 2020. Oui. Non, mais il incarne juste pour terminer avec Valls, il incarne une tradition à gauche qui est une gauche d'autorité qui a toujours existé. Hein. C'était la gauche de Jules Mock, tout simplement. On l'a oublié, qui était ministre de l'Intérieur. C'était ça. Arnaud, vous êtes un peu libéral quand même, c'est ça. À le comparer à Jules Mock, mais là vous le prenez sous un angle. Et sur l'islamisme radical, est-ce qu'il n'a pas été avant-gardiste? Avec les résultats que l'on connaît, je vois pas très bien de. En tout cas, on a les djihadistes qui s'annoncent, on pourra discuter de ça. On impose une vision très restrictive. 450, ça va être bien. C'est pas parce qu'on impose une vision très restrictive, très négative, même de ce qu'est la laïcité, qu'on combat aujourd'hui l'islamisme radical. Par ailleurs, il faut quand même ajouter une nuance, et je sais qu'elle est compliquée à formuler, mais entre islam radical et terroriste, il y a quand même un pont. Qu'est-ce qu'on fait? La discussion qui amorce Valérie, qu'est-ce qu'on fait de 300 à 400 djihadistes? On a une auditrice. Marie est en ligne avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour Valérie, bonjour aux intervenants. Eh bien oui, moi ça m'effraie qu'on puisse laisser des djihadistes en liberté. Je suis effrayée, voilà, je suis effrayée. Je suis effrayée, je suis concernée aussi d'apprendre que d'autres vont venir. Quel va être le suivi? Est-ce qu'on a un budget pour les suivre? Comment ils vont être suivis? Enfin oui, ça me paraît. Écoutez, c'est pas des enfants de cœur, ils ont choisi d'aller là-bas. C'est pas des gamins de 15 ans qui sont partis, c'est quand même des hommes. Voilà, il faudrait peut-être plus d'informations. Par contre, plus d'émissions où on dit que voilà, ils sont partis, prennent des risques mais voilà, on peut pas sauver la terre entière et encore moins ces gens-là. Moi, je suis pas la seule. Je pense que dans la population, oui, il y a une frayeur, il y a une peur. De savoir ces individus. Moi, j'aimerais vous poser une question parce que évidemment, on est tous attentifs, sensibles à la peur, c'est-à-dire et la peur parfois est souvent mal conseillère, mais par exemple quand vous dites qu'ils ont fait le choix, la responsabilité de partir en Syrie, donc ils ont une responsabilité personnelle et que donc oui à ce qu'ils soient jugés sur place, mais quelle justice, qui les juge sur place, quelle certitude on a que ces gens ne vont pas être relâchés dans la nature, parce qu'on sait aussi que les régimes sur place, le régime syrien, d'autres régimes, ont aussi des liens avec Daesh et qui ont aussi permis à Daesh de s'émanciper. S'ils ont des liens, ils les gardent. Oui, mais donc ça veut dire quelle certitude on a que ces gens vont être condamnés, vont être condamnés, ou en tout cas vont être enfermés, visiblement pas enfermés. Là, la question, c'est de ceux qui sont en France, qui sont enfermés et qui vont être relâchés. Ceux qui vont arriver. Mais oui, vous en pensez quoi, Marie? Moi, ce que j'en pense, c'est que on devrait pas les relâcher. On devrait pas les relâcher sans un suivi. Voilà. Et ils sont en prison, on les garde en prison parce que voilà. Peut-être que c'est trop sévère, mais tant qu'on n'est pas sûr, on les relâche pas. Voilà, on les relâche pas parce qu'on sait que ça fait beaucoup de dégâts. Oui, mais là, il y en a qui arrivent. C'est pas ceux qui sont en prison. Il y en a d'autres qui arrivent. Et vu leur persuasion et vu, comme vous dites, que eux ils pensent qu'ils font le bien et qu'ils se retrouveront là-haut avec je sais pas combien de femmes. Enfin bon, voilà. Vu leur radicalisation, je pense que ça va être très difficile de les déradicaliser. Ouais. Voilà. Il faut vraiment des structures. Et je suis pas sûre que la France aujourd'hui ait mis le budget pour voilà. Non, c'est ça, parce que ça veut dire effectivement, encore une fois, il a des soins, un endroit où il doit résider, etc. Quel va être le suivi? On n'en sait pas grand-chose. Merci Marie. On a Simone qui souhaitait réagir également. Bonjour Simone. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour. Bon, écoutez, moi j'ai écouté Arnaud, il parle d'Orsom. C'est pas compliqué. On va en avoir 400 qui vont se libérer et on va récupérer les autres. Alors on vous dit, ils vont être en prison des clopinettes, ils vont être en prison combien de temps? Parce que qui va prouver qu'ils ont fait quelque chose? Alors ils vont se trouver comme ceux d'ici, c'est-à-dire ils sont radicalisés, point barre. C'est-à-dire dans 5 ou 6 ans, et encore. Voilà. Non, il faut absolument pas qu'ils reviennent. Et c'est même pas la peine de faire un référendum, les Français n'en veulent pas. Alors il faudrait peut-être aussi écouter ce que sentent les Français. Les Français
commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur parce que vous avez des fichés qui se trouvent dans la police, vous avez des gens qui se trimballent et avec un couteau, et puis on dit qu'ils sont fous, ils sont pas fous du tout. Hein, c'est quand même leur religion dans le fond de leur cœur qui les fait agir comme ça. Alors il faut surtout pas mettre la peur dans les gens que je commence, moi personnellement, je ne l'ai pas, je vous le dis tout de suite, mais que je commence à sentir chez les gens. Je n'ose plus sortir, je n'ose plus, voilà. Écoutez, c'est embêtant quand même. Alors on dit que les Français consomment des médicaments, s'ils commencent à avoir peur, ils vont consommer encore plus, parce que c'est une inquiétude, franchement, c'est une... Ça vous inquiète et ça vous angoisse, vous y pensez aujourd'hui? Les impôts couvrent la sécurité. Pour moi, franchement, moi je suis dans une petite ville, j'en connais, je veux aucun souci. Mais je le sens. Les gens me le disent. Ils sont pas obligés de me le dire. Oui, non, mais c'est sûr que... Ils ont peur de sortir, de se trouver avec quelqu'un qui a un couteau et qui... Parce que voilà... C'est ce qui s'appelle le terrorisme. Le terrorisme, c'est ça. C'est terroriser les gens et ces attaques au couteau et autres concourent à ça. Après, il y a encore une fois deux sujets. Ceux qui vont revenir et ceux qui ont été condamnés par la justice française, comme cet homme qui a été condamné à 7 ans de prison. 7 ans de prison, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a jugé qu'il n'avait pas de sang sur les mains et qu'il n'avait pas commis de crime. Il est relâché 1 an avant, mais dans quel état est-il? On n'en sait rien. On va marquer une pause et on va passer à un autre sujet. Parlons peut-être de la grève ou de Carlos Ghosn, comme vous voulez. 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkov. Je suis avec Dominique de Montvalon, journaliste politique, rédacteur, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, Arnaud Benedetti, oh là là, je savonne ce matin, professeur à la Sorbonne et spécialiste en communication politique, et Catherine Evrard, présidente fondatrice du cabinet de recrutement CE Consultant. Alors Carlos Ghosn a-t-il raison de réclamer sa retraite? Pas question pour Carlos Ghosn donc de renoncer à ce qu'il considère comme son dû. Il avait fait valoir ses droits à la retraite et il estime qu'il a droit à ces indemnités, soit près de 250 000 €. Il a saisi les prud'hommes. Une audience est prévue fin février. Il a du bol quand même fin février. En général, ça prend du temps les prud'hommes, non? De moins en moins de temps. Maintenant, c'est 6 mois quand même. Et c'est pas plafonné. Et c'est pas plafonné d'ailleurs les prud'hommes maintenant? Si, normalement. Mais tout dépend du contrat qu'a Carlos Ghosn, que je ne connais pas, parce que légalement, s'il y a droit, je vous rappelle que les criminels, les prisonniers touchent leur retraite. Donc s'il y a droit, légalement, on peut pas s'opposer. En revanche, moralement, c'est un autre sujet. La retraite, alors il a une retraite chapeau. La retraite chapeau, c'est une retraite supplémentaire qui est estimée à 774 000 € par an pour une pension brute annuelle de retraite au titre du régime supplémentaire, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et selon la loi, il ne peut pas exiger sa retraite chapeau. Donc il explique qu'il va aller en justice. Pierre Jacquemin, ça vous choque? C'est bien s'il va en justice, parce que il cherche en permanence à échapper à la justice. Donc quand ça l'arrange, il y va, mais quand ça l'arrange pas, il y va pas. Je vous rappelle quand même que c'est quand même lui qui a payé une caution pour échapper à la justice américaine qui le poursuivait à peu près pour les mêmes raisons qu'il est poursuivi au Japon. Je crois qu'il avait versé plus d'1 million d'euros de dépôt de caution pour pouvoir échapper à la justice. Il est quand même assez peu transparent aussi sur la question de ses revenus. C'est quand même un des chefs d'entreprise les mieux payés sans doute du monde, et quand même les moins transparents sur ses revenus. Moi, ça me fascine et en même temps, ça me révolte. C'est-à-dire qu'on a transformé ce personnage en héros presque national suite à sa libération, suite à son évasion. Et dans le même temps, alors sans doute... Catherine Evrard va nous dire que c'est un extraordinaire chef d'entreprise parce qu'il a remonté cette entreprise. C'est quand même un homme qui a associé son destin à l'entreprise elle-même. C'est quand même un homme qui a supprimé plus de 100 000 emplois dans le monde. C'est un homme qui a précarisé le travail en France dans les usines Renault, qui a fermé des usines Renault. Il n'est pas si extraordinaire que ça. Sans doute, à l'échelle internationale, il a l'image d'un grand chef d'entreprise qui a bien su faire les alliances et qui s'apprêtait à faire une alliance avec Fiat. Nissan ne valait rien quand il a repris Nissan. Et c'est aussi ce chef d'entreprise qui nous explique après moi le déluge, et que donc du coup après lui l'entreprise va couler. C'est quand même avoir, je trouve, un sens des responsabilités assez peu développé que de considérer que
que sa seule personne va sauver ad vitam aeternam une entreprise. Et c'est ça qui est le problème, c'est d'avoir lié le destin de son entreprise à sa propre vie. Oui, mais on mélange deux sujets, excusez-moi, on mélange la justice et sa réussite chez Renault. C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'il a tort ou raison sur l'histoire japonaise? Parce qu'il avait dit, j'ai cette phrase, je n'ai pas fui la justice, je suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Justement, tout le monde peut dire ça aujourd'hui. Les djihadistes en Syrie peuvent dire la même chose dans ce cas. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas échapper à la justice. Et que n'a-t-il attendu de tout ce temps où il était au Japon pour dénoncer l'injustice qui est faite aux Japonais? C'est-à-dire que si cette justice est vraiment une injustice injuste, il ne faut pas attendre de ce que son propre cas soit soumis à la justice pour attendre de dénoncer ce qui se passe. On n'a pas les résultats de tout ce qui s'est passé pour le moment. Certes, on n'échappe pas à la justice comme ça du jour au lendemain. Maintenant, d'un point de vue du droit, tout le monde ne peut pas se le permettre. D'un point de vue du droit, certainement, sa demande est légitime. Après, se pose la question morale, mais je pense que de toute façon, Carlos Ghosn a une telle idée de lui-même qu'il se moque de tous les commentaires et du regard de l'opinion publique. Donc, la conférence de presse qu'il a pu donner il y a de cela un peu moins d'une semaine m'en semble l'illustration, j'allais dire, presque incandescente. Moi, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Ghosn? Je pense qu'il est aujourd'hui, c'est un homme qui s'efforce de se défendre sur un plan personnel, qui s'efforce de se défendre quant à la vision du management qui a été le sien au sein de l'entreprise. Moi, j'ai été frappé, si vous voulez, par trois choses. Il a eu une communication à la fois qui visait c'était presque psychanalytique, c'est-à-dire qu'après l'année véritablement difficile qu'il a quand même traversée, il fallait qu'il redonne le sentiment qu'il était à nouveau maître de son destin. Moi, ce qui m'a frappé, c'est notamment les PowerPoint derrière pour illustrer sa défense. On voyait bien que derrière ça, il y avait l'X-Min qui revenait à la surface pour montrer qu'il était le manager qui était à nouveau en pleine possession de ses moyens. Ensuite, il y a eu une communication de dénonciation. Qu'est-ce qu'il a dénoncé? Bon, il a dénoncé l'injustice du système judiciaire japonais, mais il le connaissait, le système judiciaire japonais, lorsqu'il était à la tête de l'alliance Renault-Nissan. Et de ce point de vue, je partage l'analyse de Pierre Jacquemin. Et puis, il a eu ensuite une communication qui visait à dénoncer finalement ses successeurs. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Il a dénoncé ses successeurs à la tête de Renault. Regardez les résultats de Renault aujourd'hui par rapport aux résultats de Renault hier. Pas faux. Donc, c'était quand même une communication de revanche, fondamentalement. Et aujourd'hui, il est vraisemblablement animé aussi par cet esprit-là, c'est-à-dire prendre sa revanche au regard, en effet, d'événements qui ont dû certainement être extrêmement difficiles à vivre, parce que c'est vrai que le système judiciaire japonais est un système judiciaire qui est quand même assez dérogatoire. Il faut le reconnaître. Des principes qui sont ceux d'une justice, d'une société démocratique. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'en tout cas ça le rende sympathique vis-à-vis de l'opinion publique, mais par contre il est une bête de spectacle extraordinaire. Il est devenu une bête de spectacle extraordinaire, parce que tout simplement il y a quelque chose qui nous fascine, c'est que cet homme tout-puissant a été finalement dans une situation de chute absolue. Et ce contraste entre la puissance passée et la chute qui est la sienne, c'est un formidable objet de spectacle pour le système médiatique. Surtout, et il en joue avec un talent certain. Mais encore une fois, après sur le plan moral, c'est autre chose. Sur le plan moral, c'est autre chose. Dominique de Montvalon. Et ça tombe très mal, en tout cas si on se place du point de vue français, cette affaire-là et ses demandes, ses revendications, au moment où on est en train de parler des retraites, savoir s'il y aura 1 000 € de retraite dans 20 ans pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Bon, ça c'est un aspect dont il n'est pas directement responsable, mais qui objectivement pollue le débat. Mais je ne pense pas, à la différence d'Arnaud Benedetti, qu'il soit sympathique. Je ne pense pas qu'il soit sympathique. Ce qui est... je ne sais pas si vous avez dit qu'il a dit qu'il fascinait. Non, mais il cherche à être sympathique. Non, j'ai cru comprendre ça. Non, il fascine. Bon, alors je retire si j'ai... Alors, ce qui est intéressant... Alors, d'abord, je pense que son bilan... Enfin bon, je ne prends qu'un angle, parce qu'il y en a tant, justement, dans cette affaire-là. Ce qui est passionnant, c'est que c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, comme on disait autrefois dans le siècle dernier, au début du siècle dernier, quelqu'un de la haute, qui est à l'intérieur de la haute société, qui est à l'intérieur du système, complètement au cœur du système, qui est même à la pointe avancée du système à une certaine époque, que ce soit justifié ou pas, chacun peut avoir son avis à l'époque et aujourd'hui, etc. Et qui, au fond, a
branche sa lampe torche puissante et nous raconte ce qui se passe à l'intérieur du système. Il y a quelque chose de troublant et de fascinant dans cette affaire-là. Alors, il le fait au service de sa défense, chaotique, et il n'est pas assuré d'être vainqueur à l'arrivée, hein, c'est sûr. Mais il y a quelque chose à dire, on se dit, voilà ce qui se passe pour un grand chef d'entreprise qui avait été encensé par tout le monde, à tort ou à raison, pas par les syndicalistes de la CGT, ça c'est clair, mais à l'époque où il paraissait un homme clé capable de redresser une entreprise et au niveau même international. C'est un homme qui avait une puissance inouïe, jusqu'à organiser des festivités au château de Versailles, enfin bon, etc. Ensuite, il s'est retrouvé dans une cellule quasiment à poil, avec les Japonais d'année lui donner un gobelet de riz, j'imagine, pour qu'il survive à peu près, etc. Et aujourd'hui, dans sa façon, je ne me fais pas l'avocat, il ne l'a pas demandé, puis j'ai aucun titre à ça et aucune envie. Je ne me fais pas l'avocat mais j'ai dit, j'essaye d'exprimer confusément l'espèce de trouble et de fascination qu'on a. Il nous dit quand même pas mal de choses sur ce qui se passe dans les milieux de la haute société capitaliste internationale quand, brusquement, les apparences sont explosées, quand le vernis a craqué, quand... en tout cas, lui, visiblement... c'est pas spécialement rassurant. Non, voilà. Mais enfin, visiblement, il n'est pas très atteint. Il est issu d'un milieu très modeste, hein, ça personne le suit. Donc sa réussite est d'autant plus exceptionnelle. Mais c'est un optimisme démesuré. Sa revendication de cette retraite qui est, pour la plupart d'entre nous, complètement délirante, 774 000 euros. Il faut qu'il s'explique devant la justice française. C'est quand même d'une arrogance folle. Est-ce que c'est le moment de demander ça ? C'est ceux qui lui ont donné ça. Ce sont les pratiques qui prévalent aujourd'hui. Non, mais il faut bien comprendre que du point de vue de Carlos Ghosn, il est dans son bon droit. Il se considère dans son bon droit. Donc pour lui, il n'y a aucun problème de conscience. Non, mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant qu'il a dit, et Dominique ne l'a pas souligné, mais c'est quand même, quand vous écoutez sa conférence de presse, il fait débuter finalement tous ses ennuis de la décision de l'État français de remonter dans le capital de Renault. En 2015. Je rappelle qui était ministre de l'économie et des finances en 2015, c'était Emmanuel Macron. Sa conférence de presse, il y avait quand même une pique politique très nette qui a été lancée à l'actuel pouvoir. Et quand on lui demande est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été défendu par les autorités françaises, sa réponse est en soi très éloquente. C'est encore un mot de la dynamite potentielle. Oui, clairement. Absolument. Et ben voilà, ce sera vous vouliez dire un mot, Catherine? Catherine Ovra. Comme c'est un joueur, il voudrait gagner et pouvoir prouver qu'il a le droit à la retraite, ceci, cela. Ensuite, peut-être qu'il va la donner, hein, on n'en sait rien, c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter. Il a aujourd'hui les moyens de faire peur. Oui, ça c'est sûr. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.